Effectivement, je vais reprendre la partie de l'analyse financière qui vient, pas contredire complètement, mais qui vient en complément d'éléments qu'on a déjà vus sur la clôture des bilans. La première chose, je voulais repositionner avec vous, c'est quoi notre accompagnement sur la filière équine sur le territoire. Vous dire que sur le territoire, à aujourd'hui, on suit 2000 clients, donc on n'est pas complètement représentatif, on n'a pas tout le fonds de commerce. On a 5 conseillers qui sont spécialisés, 4 conseillers qui sont dédiés à l'accompagnement plutôt bancaire traditionnel et puis un conseiller spécialisé sur la partie sécurisation au sens assurantiel. Donc on couvre l'ensemble du territoire sur cette partie-là, à 50% sur la partie de l'Orne, et puis vous le voyez ici, quasiment 20% sur le 14 et le reste sur le 50. Donc quand on regarde au niveau de la crise que l'on a subie depuis 18 mois, c'est bien de reprendre ensemble quels sont les dispositifs qui étaient à notre disposition, sur quoi est-ce qu'on a pu travailler pour pouvoir accompagner les clients. Le premier outil, et c'est celui sur lequel je vais m'arrêter un peu plus, c'est les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, qui ont quand même eu pas mal de succès et sur lesquels on va s'arrêter un peu. L'autre élément, c'est sur les pauses, puisque on a permis également de poser tous les encours de prêts ou quasiment pendant cette période-là sur une durée de 6 mois. Et puis en dessous, c'est plus à la marge. On a fait la même chose sur la partie crédit bail pour ceux qui ne font pas du crédit classique mais qui louent le matériel par exemple. Et puis le dernier élément que j'aborderai pas ici, c'est la partie potentiellement des restructurations. Les autres mesures, vous en avez très bien parlé sur les mesures qui ont été mises en place par l'État et qui ont été bien appropriées. Donc il manque des mots là, mais sur la partie de l'accompagnement du Crédit Agricole Normandie, donc sur les PGE, au sein du Crédit Agricole Normandie, c'était quoi les PGE? Ça a été 373 millions d'euros qui ont été débloqués sur la période, tout marché confondu, sur quasiment 3500 clients, entreprises y compris, donc il y a eu des très gros montants. Sur la partie du marché de l'agriculture, c'est 20 millions d'euros sur 282 clients. Et puis sur la partie équine, c'est quasiment la moitié, puisque c'est 10 millions d'euros qu'on a débloqués sur cette partie de la filière équine pour quasiment 140 clients de la filière. Donc ça fait une moyenne de 70 000 euros pour ceux qui comptent vite là sur les structures. Notre approche sur la filière équine, c'était l'État nous autorisait à faire 25% du chiffre d'affaires en avance. Nous, avec l'ensemble de nos conseillers, on s'est refusé d'avoir une approche dogmatique et systématique sur ces 25%. Et dossier après dossier, on a penché notre analyse sur le besoin. Quel était le besoin pour passer le cap? Et c'est ces montants-là qu'on a pu débloquer parce que le droit à tirage, on sait malheureusement ce que ça peut donner dans le temps. Donc c'était vraiment une approche individuelle qu'on a pu avoir. Sur la partie des pauses, donc là pour le coup sur la partie des pauses, c'est quasiment 500 clients qui ont pu bénéficier des pauses. On reprend le même schéma sur l'ensemble des pauses du marché de l'agriculture. Il y en a eu 50% au profit de la filière équine, donc une filière qui a été vraiment en demande sur cette partie-là. Et là, pour le coup, le pause, c'était une autre gestuelle, c'était vraiment de pouvoir alléger sur le poids de la dette et de dire à un client, pendant 6 mois, on allège sur le poids des échéances et ça nous permet vraiment de voir venir. Donc, on avait vraiment 2 outils là à notre main. Le premier outil qui était de l'injection de trésorerie directe et le deuxième qui était de l'allègement de charges évidemment par les pauses de prêt. Donc on a fait quasiment 2 fois plus de pauses qu'on a injecté de PGE parce que c'était quand même une souplesse de pouvoir se dire mes prêts je stoppe un peu, je vois comment ça va évoluer, comment ça va tourner et puis je vais pouvoir les reprendre après. Il y avait une approche aussi évidemment par le coût, parce qu'une pause on peut poser 1 mois, 2 mois, c'est quand même plus facile, il n'y a pas toute la mise en place d'un prêt à amortir ensuite. Voilà sur cette partie-là, donc un dispositif qui a vraiment été mis en place de manière massive et très large. Je ne l'ai pas écrit, mais je le dis ici, on a refusé aucun prêt garanti par l'État sur la filière. Et notre approche, c'était vraiment d'accompagner toutes les structures qui étaient viables avant crise. Donc c'était de dire vraiment toutes les structures pour lesquelles il y avait une activité économique. On a imagé pour vraiment dire qu'on montait un pont pour pouvoir passer la période Covid de manière la plus sereine possible et les remettre en état sur la reprise d'activité aujourd'hui classique. Et ce pont, il a plutôt bien fonctionné. Il faudra, du coup, c'est la deuxième partie, en mesurer un peu les conséquences dans le temps. On a repris ici un petit graphe pour se rappeler un peu de la période
qui est déjà loin maintenant, mais sur la mise en place des PGE, enfin des prêts garantis par l'État, à quel moment on les a mis en place? On les a mis en place de manière massive dès le premier confinement. C'est vous dire qu'en termes de mobilisation, il y a eu un effet, comment je pourrais qualifier, un effet de panique. Un effet de panique parce que il y avait un arrêt total. Et autant quand on est restaurateur, on peut fermer le rideau et réduire l'ensemble des charges. Ça a été très bien fait, la réduction des charges sur la filière équine, mais on ne pouvait pas la réduire à zéro puisqu'il y a toujours besoin de nourrir les animaux, besoin de s'en occuper. Et donc c'est vraiment sur cette partie-là de réduction de charges au maximum, mais sur le minimum vital, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour pouvoir injecter de la trésorerie. Et dès le premier confinement, on injectait de la trésorerie pour pouvoir éventuellement tenir jusqu'à un mois, au mois de juin, enfin c'est ce qu'on estimait là, juin-juillet, pour une reprise d'activité septembre, ce qui a à peu près collé. Donc ce graphique-là, il met vraiment en évidence l'intensité de la relation post-confinement au moment de panique, et puis un lissage après dans le temps sur les besoins. Certains évidemment avaient une capacité à tenir dans le temps par leur trésorerie, et puis ils se sont aperçus lors du deuxième confinement que voilà, ça commence à devenir compliqué. C'est à cette période-là qu'on a vraiment débloqué les besoins en termes d'injection de trésorerie. Ensuite, une fois qu'on les a mis en place, ces prêts garantis par l'État, eh bien, il faut bien les transformer, puisque rappelons-nous, ces prêts garantis par l'État au départ n'étaient qu'un court terme. Je vous injecte de la trésorerie avec un différé de 12 mois, et 12 mois après, on regarde cette trésorerie, comment est-ce qu'on peut l'amortir. Donc sur la partie de l'amortissement, aujourd'hui, il y en a 75% de ces 10 millions d'euros qui sont amortis, ça représente à peu près 8% des clients, et sur ces 75%, la grande majorité, 90%, est repartie sur la durée maximum qui est de 60 mois. Donc j'ai injecté 25% du chiffre d'affaires au moment du confinement. Pendant 12 mois, je n'en ai payé que les intérêts. Et puis au bout d'un an, on s'est posé pour pouvoir les étaler sur 5 ans. Sur une structure moyenne, je dirais, ça représente quand même 15 000 euros d'échéance en plus tous les ans. Ce pont-là qu'on a monté sur l'année. Donc c'est quand même un poids non négligeable sur la partie de l'endettement. Il y en a 20% pour lesquels on n'a pas encore de décision de prise, puisqu'on a 12 mois pour prendre une décision. Donc ceux mathématiquement qu'on a montés par exemple au mois de juin de l'année dernière, eh bien, ils ne sont pas encore en phase amortissable. Et la porte est ouverte des PGE jusqu'en fin d'année. Donc on a encore un petit peu de temps s'il y en a qui avaient des besoins. Il y en a 5% qui les ont remboursés, donc c'est-à-dire au moment du confinement, ils ont dit j'ai un moment de panique et je vais prendre de la trésorerie pour voir venir. Et puis finalement, comme on l'a vu, la réduction des charges, la reprise d'activité, elle a permis de tenir le cap et de se dire finalement ce PGE, j'en ai pas besoin et donc du coup je vais pouvoir le solder. Ces 5% par rapport au reste, je vous ai mis tout à l'heure des 300 millions là, ces 5%, c'est un comportement un peu atypique de la filière équine. Sur le reste de nos activités, artisans, commerçants, il y en a quasiment 50% qui ont été soldés à ce stade. Donc c'est-à-dire que sur les autres marchés, il y en a beaucoup qui l'ont pris vraiment en réserve en se disant je ne sais pas comment ça va tourner. Et puis finalement, l'ensemble des mesures ont permis de faire face et ils l'ont remboursé. Sur la filière équine, ceux qui ont été mis en place, alors il y a deux facteurs. Soit vraiment on l'a calé au plus juste par rapport aux besoins et du coup les montants mis en place ont été utiles et il n'y a pas besoin de les rembourser puisqu'on n'est pas allé au taquet de ces 25%. Soit il y a un autre comportement qui a un effet un peu d'aubaine en se disant voilà, la trésorerie, je l'ai levée, peut-être que ça va me permettre de faire des travaux d'aménagement sur mes bâtiments, peut-être que ça va me permettre de faire d'autres choses, et pourquoi pas si ça permet d'améliorer la rentabilité. Mais il y avait voilà, ce double aspect. Évidemment, sur la partie d'amortissement, sur les structures pour lesquelles la capacité de remboursement n'est pas forcément présente, on pousse les durées vraiment au maximum pour les pousser à 5 ans et lisser cet étalement dans le temps pour en atténuer les effets en termes de trésorerie. Donc il reste évidemment quelques incertitudes par rapport à ces échéances qu'on a mis en place. S'ils ont servi à faire de l'investissement, à la limite, tant mieux. Mais sinon, ça veut dire qu'on a quand même mis un pont, on a injecté de la trésorerie pour tenir les charges courantes. Mais mathématiquement, on peut se projeter, se dire que ça va impacter le développement économique et peut-être ces 15 000 euros, si je prends l'exemple de ces 15 000 euros d'échéance, venir ralentir la capacité à créer de nouveaux emprunts, à réinvestir dans une dynamique d'évolution des outils.
Donc, quand on se projette à 5 ans, on peut se dire que cette trésorerie, ces 10 millions d'euros indirectement qu'on a injectés, eh ben, c'est probablement 10 millions ou 5 millions de moins en investissement et en modernisation des outils. Donc c'est quand même un facteur d'inquiétude. Voilà. Le comportement atypique, j'en ai parlé sur la capacité à conserver cet encours. Sur les activités impactées, là pour le coup on reprend la partie du fonds de commerce et donc il y a une présentation tout à l'heure, mais à 75% donc sur l'injection c'était les éleveurs et les entraîneurs, à 10% les centres équestres et puis à 15% les activités liées au sport. Donc la grande majorité c'était vraiment la partie éleveur-entraîneur. Sur cette partie-là d'éleveur-entraîneur, il y a eu aussi une caractéristique un peu atypique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les prêts garantis par l'État, c'était 25% du chiffre d'affaires. 25% du chiffre d'affaires, quand on est éleveur et que les ventes de chevaux elles passent en résultat exceptionnel, eh ben, parfois ça ne fait pas grand-chose. Et du coup, eh ben, on est venu compenser dans certains cas avec des prêts classiques, des prêts bancaires classiques pour venir compenser le besoin sur des éleveurs pour lesquels ils n'avaient pas justement ce droit de tirage. Et c'est aussi des particularités de la filière équine et toute l'importance de bien manipuler tous les éléments comptables pour arriver à obtenir les droits. Donc c'était aussi pour ça que c'est plus représenté là sur la partie des éleveurs sur ce graphique. Dire aussi sur la partie, je ne l'ai pas mis là, mais sur la partie des comportements, on a vu tout à l'heure la courbe là, des PGE dans le temps. Vous dire que cette courbe-là, il y a un autre élément qui n'a pas été pris en compte en termes de pont, c'est que pendant cette période-là, toute activité confondue, que ce soit activité équine ou artisan, commerçant, on n'a eu quasiment aucun dépôt de bilan, ce qui est quand même assez atypique dans l'environnement dans lequel on est. Et il ne faut pas forcément se leurrer, mais se dire qu'on peut se satisfaire des mesures d'accompagnement. Ils ont bien porté leurs fruits pour justement reprendre cette image du pont pour passer la période de crise. Mais l'activité économique aujourd'hui elle reprend le dessus et les activités qui étaient malheureusement pas rentables avant crise, eh bien, on les retrouve aussi un peu aujourd'hui, donc ça nous a permis de mettre un pansement et de passer la période, mais la vie normale va reprendre son cours et du coup ces activités qui peuvent être en difficulté à certains moments, on les retrouvera, je pense, l'année prochaine. À ce stade, on ne les a pas encore retrouvés puisque l'injection de trésorerie, elle porte ses fruits. Mais c'est aussi l'une des perspectives et l'une des enseignements de pouvoir se satisfaire que personne ne soit tombé. Et c'était bien l'objectif de ces mesures, laisser personne au bord du chemin par l'impact Covid. Mais je pense que ça a dépassé les effets escomptés. Les principaux impacts, je vais les passer très vite puisque vous l'avez bien présenté et on reprend les mêmes sur cette partie-là. On a croisé un peu sur l'augmentation de l'endettement, mais on le retrouve ici, ce que je vous disais sur l'évolution des échéances. Ici, on reprend et on aime bien le faire, l'ensemble de nos encours, c'est quoi l'ensemble des prêts qu'on a affectés à la filière et on regarde dans le temps comment ça se déforme. Est-ce qu'on met plus de prêts ou est-ce qu'on en met moins c'est pas lié qu'à notre développement en termes de part de marché, c'est-à-dire qu'on a quand même une filière qui se professionnalise, qui investit et qui est dynamique en termes d'investissement et du coup en termes de rentabilité. Et ça se voit ici sur la partie de nos encours, à peu près 130 millions de crédits affectés sur la partie professionnelle de nos activités équines. Et sur 2019, 2020 et 2021, on a à peu près la même courbe de progression. Nos encours progressent entre 5 et 6% d'évolution tous les ans. Donc ça, c'est plutôt un élément de satisfaction. Quand on a des marchés qui reculent, on se dit qu'ils sont forcément un peu plus en difficulté en termes de dynamique d'investissement et de modernisation des outils. On fait aussi le pendant en termes d'épargne. L'épargne qui est dans nos livres, est-ce que les gens continuent à épargner? Et sur cette partie-là, on le voit bien, l'année dernière progresse bien à plus 26% en 2020. C'est un double effet. Là, pour le coup, l'effet crise, c'est d'un côté, j'ai injecté du PGE, donc forcément, j'ai un peu plus de trésorerie et pour voir venir, je l'ai peut-être mise un petit peu de côté. Et puis, le fait de poser les échéances, là, pour le coup, ça a un impact direct sur les évolutions d'encours crédit. Si j'ai mis des pauses sur les crédits, et du coup, mon encours, il progresse plus vite puisque je rembourse un peu moins de crédit sur l'année. Donc, il y a ce double effet-là sur la partie crédit d'un côté et épargne de l'autre. C'est toujours les deux indicateurs qu'on garde, nous, régulièrement dans le viseur pour regarder comment se déforme. Alors évidemment, c'est ici des grosses masses et ça peut cacher des disparités très importantes puisque, comme on l'a rappelé, on a une professionnalisation de la filière avec des professionnels qui sont dans le très haut de gamme et dans l'excellence et sur lequel ça fonctionne vraiment très très bien sur ces deux volets.
des acteurs qui sont en passe de passer, de se professionnaliser et qui sont juste à la charnière entre l'amateur et le professionnel. Et là, pour le coup, on peut cacher des disparités en termes de sécurité financière ou en termes de confort et de rentabilité. Okay. Pour nous, sur la partie des enseignements que l'on tire là, sur cette période, les enseignements au point de vue des professionnels de la filière, c'est on l'a vu, on a assez peu décapitalisé, ce qui est assez atypique dans les périodes de crise. On suit également, et le gros de notre marché, c'est aussi les activités agricoles plus traditionnelles. Et quand on a une crise sur la filière bovine, par exemple, le premier réflexe, c'est de sortir son cheptel pour pouvoir s'alléger en charge et puis rentrer de la trésorerie très rapidement. Ce qui n'a pas été le cas sur la partie équine. Alors, ça se comprend aussi, hein, il y a moins de transactions parce que moins de mouvements d'animaux, etc. Mais ça n'a pas été le premier réflexe de dire je m'allège pour rentrer de la trésorerie. C'était plutôt de dire je garde les animaux, je réduis un peu mes charges, mais je les mets à l'herbe par exemple, mais je ne vais pas forcément les mettre sur le marché pour pouvoir les vendre. La filière s'est rapidement adaptée aux contraintes de la crise. On a vu fleurir aussi d'autres marchés, d'activités en ligne, enfin vraiment pour s'adapter à cette crise, à cette contrainte en termes de déplacement. Et puis ce rebond qu'on a vu notamment sur la partie des centres équestres où il y a un attrait aux activités de plein air, un attrait au retour, je dirais, aux activités d'extérieur et de la proximité aux animaux pour les gens qui auraient malheureusement été un peu enfermés. Donc finalement, pour certaines activités, cette contrainte ponctuelle, elle s'est transformée en opportunité. Et c'est aussi ça les enseignements de la crise, c'est que dans chaque élément un peu difficile, on arrive à en tirer des opportunités. Alors des opportunités qui peuvent être ponctuelles ou des opportunités qu'on verra dans le temps. Mais là, pour le coup, il nous faudra un peu de prise de recul pour pouvoir le voir. L'autre élément d'information, c'est aussi que les dispositifs, ils ont payé, ils ont été efficaces. Tous ces dispositifs avec une capacité de mobilisation de l'ensemble des acteurs qui a été très rapide, une capacité à coller aux besoins avec un échange régulier entre tous les acteurs. Et cette proximité, elle a payé vraiment pour ajuster, avec Stéphane et d'autres acteurs, on a eu des échanges réguliers pour vraiment avoir ce retour, mais quasiment à l'instant T, sur quelles sont les mesures disponibles, est-ce qu'elles permettent de pallier aux besoins et est-ce qu'elles sont bien distribuées. Donc nous, ça a été vraiment un travail important d'appropriation, de mise en œuvre et dans une période qui était également à distance pour nos conseillers. Donc cette partie-là, partenaire privilégié sur cette période de crise, elle était importante vraiment en termes de proximité et de mise en œuvre. Ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est le retour de l'intérieur. C'est bien de regarder sur la filière, mais de pouvoir vous partager le vécu interne de nos conseillers. Et le premier du vécu de nos conseillers, c'est que évidemment aussi ils étaient chamboulés dans leur quotidien parce qu'ils étaient en distanciel, avec beaucoup de sollicitations. Enfin, en tout cas, en nombre, les sollicitations n'ont pas bougé. On a vu tout à l'heure la répartition des sollicitations. Ce qui ressort en termes d'impact sur les conseillers, c'est que nos conseillers ont fait face à des situations de panique. Un client pour lequel il y avait le confinement, il avait des craintes, voire des peurs paniques. Et nous a fallu rassurer dans un premier temps. Et je dirais ces mesures d'accompagnement, elles ont permis aussi de trouver des éléments de langage pour rassurer les clients, pour s'assurer de notre présence. On a parfois la fâcheuse image de retirer le parapluie quand il pleut. Et bien là, pour le coup, si on se regarde un petit peu, on peut être fier de nos conseillers et de leur capacité à avoir répondu présent sur l'ensemble des situations pour pouvoir pallier cette période-là. Une intensité très forte dans la relation, puisque c'est aussi dans les périodes de crise qu'on mesure la capacité du conseiller à être réactif. C'était la première des choses qu'on leur demandait. Garder une réactivité, on l'a mis quelque part, mais on s'était engagé sous 5 jours à répondre à l'ensemble des demandes. Et c'était aussi ça, des éléments rassurants pour l'ensemble des acteurs de la filière. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur ces éléments-là. Ensuite, quelques regards en sortie de crise. C'est quoi les questions qu'on peut se poser pour l'instant ? Eh bien, des questions évidemment autour de l'inflation de la valeur des actifs. On l'a vu dans d'autres marchés sur l'immobilier, on voit des prix qui montent très vite et on se dit les arbres ne touchent pas le ciel. Et quand les courbes montent très vite, on se demande toujours à quel moment elle va s'arrêter et s'il n'y a pas un retour. On le voit là sur la valeur des animaux. On a de la demande et donc du coup cette demande, elle entraîne une augmentation des prix de vente.
Est-ce que c'est quelque chose de périn? C'est des questions évidemment qu'on se pose. L'impact, et tout le monde le mesure, là, l'impact des hausses sur les matières premières. Alors ça touche évidemment la partie de l'alimentation, de la construction, enfin l'ensemble des matériaux. Et on se dit ces facteurs cumulés, d'être en capacité d'amortir la trésorerie qu'on a injectée par rapport à la crise, et puis cette partie d'inflation, eh bien, un quid des résultats sur les années qui viennent. Quelques impacts sur les mesures, je dirais politiques, sur la PAC, sur la partie du pâturage, où on se demande un peu quelles peuvent être les opportunités là pour le coup. Des considérations autour du bien-être animal, et je sais qu'on est mobilisé aussi sur le sujet, de regarder qu'est-ce que ça peut entraîner comme investissement nécessaire sur l'ensemble des structures. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais cette absorption de la crise sur la période, ça met un bol d'air quand on arrête les échéances, mais quand on arrête des échéances de prêts, il n'y a rien de magique, on va les retrouver en bout de tableau, et donc un prêt qui était sur 5 ans, on va le pousser peut-être à 6 ans, et donc ça veut dire que cette capacité d'investissement, s'il y a des besoins, elle sera forcément nuancée. Voilà, sur cette partie-là des impacts de crise, du regard qu'on porte sur la sortie de crise. L'autre partie du regard que l'on porte, eh bien, c'est de revenir sur nos fondamentaux d'approche, d'accompagnement de la filière et des professionnels. Ce diagramme-là, avec les 4 piliers d'approche des projets, qu'on soit avant crise ou après, on garde la même dynamique et on garde les mêmes réflexes sur chacun des projets qu'on va étudier à l'avenir, sur chacun des projets qu'on a en face de nous. Systématiquement, on se pose d'abord la question de qui est la personne qui porte le projet, c'est qui le dirigeant. Et dans le dirigeant, on reprend évidemment son expérience, ses motivations, sa situation personnelle ou professionnelle. C'est ça qui nous guide dans le choix de l'accompagnement, et on l'a très bien vu dans cette période de crise. C'est aussi dans ces périodes-là qu'on voit la capacité des gérants à prendre des décisions rapides, à garder la tête froide pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est aussi ce qui nous renforce dans nos choix, de se dire, quand on accompagne et qu'on s'embarque dans un projet, on s'embarque en même temps, et ce qui nous guide, c'est aussi le dirigeant. Le projet, évidemment, est dans son approche globale, en termes de calendrier, de type de projet, la faisabilité au plan économique, au plan de la faisabilité technique, et puis l'environnement de l'exploitation, sa situation, je dirais, c'est des choses que l'on connaît déjà et sur lesquelles, là pour le coup, il y a eu assez peu d'impact sur cette partie-là. Voilà Stéphane, sur cette partie-là, je garderai la partie sécurisation après si tu veux bien. Oui. Merci Jean-Emmanuel. J'imagine qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Jean-Emmanuel. On peut déjà se féliciter que les dispositifs qui ont été mis en place ont permis d'éviter un nombre massif de banqueroutes dans nos entreprises équines. Au-delà des PGE, vous êtes aussi intervenu, comme vous l'avez précisé, sur des dossiers, mais à l'échelle de l'entreprise, avec des financements de trésorerie que vous avez l'habitude de gérer, on va dire, au quotidien. La question, effectivement, qu'on peut se poser, c'est finalement le décalage de prêts ou d'emprunts, plus la mobilisation d'autres prêts sur les investissements futurs, qui sont souvent des investissements productifs, quoi. On peut peut-être imaginer aussi un ralentissement de nos entreprises sur les 2-3 ans qui viennent, le temps d'absorber un petit peu cette augmentation de crédit, d'emprunt liée à ces dispositifs. On le voit un petit peu, là on a chez nous une cellule de prescription des financements matériels là, chez Agilor, et on voit bien que, on a toujours un pic de financement, on voit bien que des investissements qui étaient prévus, là on vient faire durer un peu plus les durées, le renouvellement est un peu moins rapide. Évidemment, ces échéances de trésorerie, il faut bien les amortir, et du coup on va peut-être faire vieillir du matériel un peu plus longtemps qu'on aurait renouvelé habituellement. Donc effectivement on voit déjà les premières prémices des impacts sur cette partie-là de matériel.